ما شاء الله. بإذن الله. بسم الله بسم الله. يتنحوا بإذن الله. Bonjour, bienvenue, c'est Rachid. Les autres intervenants ont quelques petits problèmes de connexion, donc on va démarrer. Je pense qu'ils vont nous rejoindre dans quelques minutes. Bienvenue pour cette conférence qu'on va consacrer au système bancaire en Algérie. Vaste sujet, puisque nous savons que notre pays vit des difficultés sérieuses de divers ordres, bien évidemment d'ordre politique, mais aussi d'ordre économique et financier. Nous allons essayer de comprendre aujourd'hui, dans une émission, dans la série d'émissions que nous organisons pour Quel changement pour l'Algérie, les difficultés du secteur bancaire et financier en Algérie. Et puis, surtout, les perspectives, puisqu'il ne s'agit pas juste de faire de l'analyse, mais de faire des propositions et d'essayer de comprendre quelles sont les possibilités de sauvetage de ce pays qui a des ressources fondamentalement positives et qui peut, j'en suis sûr, on va essayer de définir comment sortir de cette impasse historique. Bienvenue, Monsieur Sekek, marhaba bik. Voilà, nous rappelons que Monsieur Sekek est expert en risque financier. Il est actuellement responsable, dirigeant d'une société de conseil dans l'organisation bancaire et financière, et puis dans le conseil de manière générale en finance et en entreprise. Il a une très longue carrière de banquier, notamment en Algérie, à la tête d'un établissement privé, HSBC, pendant plusieurs années. Et voilà, il essaiera de nous faire partager son expérience, son recul sur le système financier, ayant aussi eu des responsabilités à la Banque centrale algérienne, donc il connaît aussi l'administration et puis notamment le gendarme des banques, qui est la Banque centrale théoriquement en Algérie. Bienvenue, Monsieur Skak. Alors, première question. Voilà, vous connaissez bien le système financier en Algérie, le système bancaire. Si vous deviez, en quelques mots, dire dans quelle situation se trouve ce système aujourd'hui, et puis peut-être un petit historique, comment vous le qualifieriez aujourd'hui? Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Écoutez, on peut pas faire une dichotomie entre le secteur bancaire et financier en Algérie et l'économie algérienne. Très clairement, ça apparaît maintenant aux yeux de tout le monde. Nous avons un système économique qui est complètement obsolète. Puisque c'est un système qui n'assure pas sa propre reproduction. C'est un système qui est basé sur la rente pétrolière, qui est redistribuée à travers la politique budgétaire. Et l'un des canaux essentiels de la redistribution de cette rente, c'est précisément le secteur bancaire. Alors, comment avoir un secteur bancaire moderne dans une économie qui est obsolète? C'est une mission impossible. Donc, très clairement, le secteur bancaire mérite très largement d'être réformé, d'être modernisé. Mais bien évidemment, il ne faut pas tout attendre de cette réforme bancaire et financière, puisque ça sera uniquement une pièce d'un puzzle qui sera beaucoup plus large. Alors, pourquoi on peut dire que le système bancaire en Algérie n'est pas très efficace? Bon, il y a un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent de le dire. C'est que tout en haut, très clairement, on voit bien que malgré que le pays ait eu pendant très très longtemps une abondance énorme de ressources, le pays n'a jamais été capable de générer une croissance à 2 chiffres. Or, avec des
des centaines de milliards de dollars qui rentraient chaque année, il y avait très probablement la possibilité d'avoir une croissance à 2 chiffres. Alors, ce n'est pas totalement la responsabilité du secteur bancaire, mais le secteur bancaire a été incapable de transformer de l'argent en croissance. Ensuite, il y a un tas d'autres choses que l'on peut regarder. C'est notamment, j'allais dire, quand vous regardez le montant des crédits en Algérie, vous arrivez difficilement à 50% du PIB. Quand vous regardez le montant des dépôts, vous arrivez aussi très difficilement à 50% du PIB. Vous avez par ailleurs, d'après les derniers chiffres, à peu près 35% de la masse monétaire mesurée par l'agrégat M2 qui circule en billets, en circulation fiduciaire hors banque. Et puis, vous avez des crédits au secteur privé qui sont très, très faibles, qui sont probablement en proportion du PIB les plus faibles en Afrique du Nord. De la même manière, quand vous regardez les crédits hypothécaires, vous obtenez des crédits hypothécaires délivrés par le secteur bancaire qui sont à moins de 2% du PIB. Ça aussi, c'est un symptôme d'un sous-développement. Vous avez une absence totale de paiement électronique, qui explique, j'allais dire, pas mal de soucis à l'heure actuelle, notamment en matière de crise de liquidité. Vous avez une couverture par les agences, puisque c'est grosso modo, au jour d'aujourd'hui, quasi exclusivement le canal de distribution qui existe. Vous avez un réseau d'agences qui est très, très réduit, centralisé au nord du pays. Il y a une agence pour 26 000 habitants. Chez certains de nos voisins, on est à 6 000 – 7 000 habitants par agence, etc., etc., etc. Donc, il y a très clairement, j'allais dire, des critères qui démontrent, des critères quantitatifs et qualitatifs qui démontrent que notre secteur est largement sous-développé. Alors, il est dominé par le secteur public qui est hégémonique. Le secteur public est hégémonique puisque le secteur public en Algérie, c'est 87% des dépôts, c'est 89% des crédits. Donc, on est dans un secteur public hégémonique. Très clairement, un secteur public hégémonique, tout simplement parce qu'encore une fois, le secteur bancaire, c'est un instrument de redistribution de la rente et du contrôle de redistribution de la rente. Alors, fait important, il n'y a aucune banque privée à capitaux algériens depuis la faillite de Khalifa et puis le retrait de la CAB et d'autres banques privées. Quasiment toutes les grandes banques internationales sont en Algérie, parce que pour un certain nombre de problèmes, notamment pour la gestion des flux et l'accompagnement des multinationales, il faut être présent en Algérie. Alors, bien évidemment, si on compare au Maroc, 66% des parts de marché bancaire sont détenues par des institutions privées. Donc, en termes de configuration, on n'a pas du tout la même configuration. Donc voilà. Donc il y a un besoin de modernisation qui saute aux yeux. Alors on peut le quantifier, on peut le qualifier, on peut le justifier par un certain nombre de critères, mais je crois que la liste à l'après-vert que je viens de vous donner est assez symptomatique des problèmes du secteur. Voilà. Tout à fait, Monsieur Sekhek. Ce que vous soulignez est d'autant plus significatif que vous parliez d'une aisance financière importante qui s'est redistribuée au lent de la belle époque du pétrole à $100, etc., qui s'est distribuée par des circuits que nous connaissons. Et ce qui est très remarquable, c'est que vous dites qu'aujourd'hui, en termes d'inclusion financière, de dépôt,
nous sommes à 50% du PIB. C'est que globalement, cet argent ou a été investi quelque part dans des actifs autres, ou bien n'est pas dans le circuit financier et bancaire algérien. Donc, c'est aussi symptomatique d'un problème de confiance dans le secteur banquier financier. Il y a Comment beaucoup vous voyez de. les choses? Oui. Vous savez, il y a, encore une fois, en Algérie, très souvent, dans la presse, les gens qui parlent dans les médias, ils avancent des choses sans avoir très clairement des vérifications empiriques, hein. Mm. Je ne m'aventurerai pas sur ce genre de chemin, mais très clairement, si vous voulez, euh, premier élément sur l'argent qui circule, hein. La Banque centrale vient de sortir un papier qui dit qu'en fait, la circulation fiduciaire hors banque, c'est-à-dire le cash qui circule dans l'économie, c'est à peu près 6 500 milliards de dinars, hein. 6 500 milliards de dinars, vous divisez par 1,30 et vous avez le montant en dollars, c'est colossal. Ça représente à peu près 35% de la masse monétaire et grosso modo, c'est à peu près 30% du PIB, quelque chose comme ça, hein. Bon, alors la presse, les experts disent c'est à cause, c'est symptomatique de l'économie, de l'importance de l'économie informelle. Oui, mais ce n'est pas la seule explication. C'est une explication, à mon avis, très partielle. Ce qui se passe, c'est que il y a une absence totale de paiement électronique, hein. Une absence totale de paiement électronique. Le seul moyen de paiement qu'il existe en Algérie, c'est le cash, hein, soyons très très clairs. Donc vous avez une nécessité d'encaisse de transactions importante au niveau des ménages. Donc ça, c'est une première explication. La deuxième explication, c'est que très clairement, chez nous, il n'y a aucune incitation à l'épargne. D'accord ? Je suis en train de faire une étude globale sur le financement du logement en Algérie. C'est assez symptomatique, hein. Il y a 25 ans, l'accès au logement était subordonné à un acte d'épargne préalable. À présent, depuis 20 ans, ce n'est plus le cas. On a accès au logement sans nécessairement avoir épargné. Donc, on a l'élément essentiel de l'incitation à l'épargne pour les Algériens, c'est l'accès au logement. Or, ça n'est plus le cas. Troisième élément, si vous voulez, c'est que je pense que quelque part par là, il y a eu quelque chose de diffus, probablement une perte de confiance, hein. Alors, une perte de confiance, pourquoi ? Parce que le Covid fait qu'on a plutôt envie d'avoir son argent à la maison plutôt qu'à la banque, hein. Ensuite, quand vous avez certaines autorités qui vous annoncent des dépréciations de la monnaie sur les 3 ou les 4 prochaines années, en termes d'erreurs de communication et en termes de construction de la confiance, je crois qu'il est possible de faire mieux, hein. Donc voilà, il y a tout ça. Alors bien évidemment, il y a une bonne partie de ces 6 500 milliards qui circulent dans l'économie parallèle, qui sont le fruit de l'économie parallèle, mais je suis incapable de vous dire quelle est la proportion des 6 500 milliards. À mon avis, la moitié. Mais une moitié sont récupérables. L'économie parallèle, ce n'est pas un problème économique, hein. L'économie parallèle, ce n'est pas un problème économique. L'économie parallèle, c'est très clairement un problème politique, c'est un problème de choix politique, parce que l'économie parallèle rend des services incroyables, hein, procure des emplois, a une responsabilité sociale, etc., etc. Donc, il ne faut pas casser la baraque au risque d'avoir des déséquilibres sociaux et des déséquilibres politiques qui s'aggravent. Voilà. Donc, alors, sur l'intermédiation bancaire, puisque en Algérie, l'intermédiation financière, c'est de l'intermédiation bancaire. Il n'y a pas de marché financier, il n'y a pas de marché boursier.
malgré tout ce qu'on entend, le bruit qu'on fait, malgré tous les efforts qui sont faits par les gens qui ont la charge d'essayer de développer ce marché boursier, ce marché financier, il n'existe pas, il est plus qu'embryonnaire. Donc l'intermédiation en Algérie, c'est une intermédiation bancaire. Cette intermédiation bancaire, on le voit bien, elle est faible, puisque comparé à ce qui se fait ailleurs en termes de crédit et de dépôt par rapport au PIB, on est largement au-dessus de 50%. Ensuite, si vous regardez le montant des crédits au secteur privé, alors ça, c'est un avis personnel, c'est que, soyons très clairs, la construction d'une croissance pérenne en Algérie, elle ne viendra que du secteur privé ou elle ne viendra pas. Hein. Rêver encore d'une croissance qui soit tirée par le secteur public, je crois que c'est encore faire fausse route. Et c'est malheureusement, j'allais dire, dans la culture majoritaire de ceux qui nous gouvernent. Hein. Voilà, donc, alors, le secteur bancaire, c'est quand même, ne l'oublions pas, 35 000 employés. Hein. 35 000 employés, c'est quand même à peu près entre 6 500 et 7 000 personnes qui sont dans les banques internationales. Franchement, les gens qui sont dans les banques internationales ont appris à travailler aux normes internationales. Et puis, honnêtement, les salaires étaient complètement différents. Hein. Donc, on a créé une forme de middle class, de cadres de middle class qui arrivent à vivre décemment. Quoi. Voilà. Donc, il n'y a pas que des… Alors, bien évidemment, il ne faut pas oublier à côté de ça les CCP, la Banque Postale, qui elle a 13 millions de comptes, qui elle a j'allais dire, de nombreux guichets, mais enfin, c'est des guichets pour retirer de l'argent. Hein. C'est pas fait pour autre chose. Voilà. Donc, c'est un peu ça qu'il faut revoir. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Justement, si on devait justement revenir aux fondamentaux, c'est CAC. Bon, la banque, historiquement, c'est, comme vous dites, une intermédiation de liquidité, donc quelqu'un qui sait récolter l'épargne et qui octroie des crédits. Donc, il transfère quelque part des dépôts en crédit sur différentes maturités. C'est l'établissement qui offre des services financiers, donc de diverses sortes, à des entreprises, à des particuliers. Alors, il y a un troisième volet potentiellement, mais qui n'est peut-être pas très développé en Algérie, c'est le transfert de risque. Mais globalement, comment qualifieriez-vous ces rôles aujourd'hui en Algérie? Est-ce que globalement, sur la qualité du service financier qui est offert par différentes banques, hein, bon, vous avez parlé des banques privées, mais des banques publiques aussi, on est quand même dans des normes internationales. Et est-ce que finalement, comme vous avez dit, en termes de récolte de l'épargne, là vous avez bien dit qu'il y avait quand même quelques petits soucis, mais en termes aussi de mécanique d'identification des capacités de crédit et de financement de l'économie, on est quand même sur des fonctionnements qui sont assez proches des standards internationaux. Comment vous jugez un peu la situation en Algérie? Écoutez, très clairement, il y a une dichotomie. Hein. Très clairement, il y a une dichotomie. Et la dichotomie, par rapport à ce que vous dites, elle vient de l'absence de système d'information efficient au niveau des banques publiques. Hein. Très clairement, j'allais dire, la banque, qu'est-ce que c'est la banque? Soyons très clairs. Au-delà de collecter des dépôts, de faire des prêts, de donner des moyens de paiement, etc. Une banque, c'est quoi? Le management du banque, c'est tout simplement optimiser sous forme de contrainte. C'est gagner de l'argent sous forme de contrainte. C'est un petit peu de la programmation linéaire, hein, si je peux m'exprimer ainsi, avec, j'allais dire, comme fonction objective la maximisation du profit et en minimisant les frais généraux et le coût du risque. Hein, en gros, c'est ça. Sous trois contraintes. La première contrainte, c'est le marché et la concurrence.
La deuxième contrainte, c'est les risques. Et la troisième contrainte, c'est la mise en adéquation avec la réglementation bancaire. On est encadré de toutes parts. Hein. On est encadré par le marché et la concurrence, par la réglementation bancaire, et puis par la nécessité de maîtriser les risques. Alors, bon, bien évidemment, j'allais dire les normes dans les banques internationales, elles sont forcément identiques à ce qui se fait ailleurs, hein, tout simplement parce que si vous êtes HSBC, vous êtes régulé par Londres. Si vous êtes BNP, vous êtes régulé par la commission bancaire ou la banque européenne, etc. Donc, j'allais dire les normes de gestion, les normes de reporting, les normes de disclosure, etc. Les outils de management sont quasi identiques à ce qui se fait ailleurs. Hein. Mon logiciel bancaire quand j'étais à HSBC est exactement le même que celui de mon collègue il était même plus moderne que celui de Paris parce que Paris n'avait pas réussi à faire la bascule. Hein. Le Paris était toujours dans des résidus de CCF. Je crois qu'ils y sont encore et qu'ils risquent d'y retourner. Hein. Nous, on avait réussi à implémenter l'outil groupe assez rapidement. Donc, de la même manière, j'allais dire, les banques telles que BNP, Société Générale ou Natixis ou Citibank, elles ont les outils qu'il y a ailleurs. Hein. Elles ont les outils qu'il y a ailleurs, il y a les normes qui fonctionnent ailleurs, il y a les procédures, le cahier de procédures, il est coupé-collé, hein, avec en plus l'ajout du contrôle d'échange en Algérie qui change sensiblement la donne, avec l'ajout de la TVA qui est absolument partout dans les facturations bancaires, ce qui complique aussi considérablement la mise en place des systèmes d'information. Sinon, on fonctionne de manière identique. Alors, dans les banques publiques, c'est un peu plus compliqué, d'accord? Parce que franchement, je voudrais pas être PDG de banque publique. Hein. On verra tout à l'heure les problèmes de gouvernance qu'ils ont, les injonctions qu'ils reçoivent. Ils travaillent avec des systèmes d'information qui sont des systèmes à une ou deux exceptions près, soyons très clairs. Il y en a quand même qui ont compris que l'amélioration de la gouvernance, ça passait par l'amélioration du système d'information. Hein. On peut pas gérer une banque de manière efficace si on n'a pas un système d'information. Et malheureusement, nos banques n'ont pas un système d'information efficient. Alors, bien évidemment, on a dépensé des milliards pour rafistoler les boutiques, hein, mais ça sert absolument à rien. Hein. Ça sert absolument à rien. Il fallait basculer sur quelque chose de plus moderne, de plus efficace, etc., etc. Donc eux, ils ont de gros efforts à faire en termes de système d'information. Alors bien évidemment, la Banque centrale proclame que nous sommes BAL 3. C'est un mot très sérieux. Hein. On est à peu près BAL 2 si on ferme les yeux sur un certain nombre de choses. BAL 3, c'est des vœux pieux dans les textes réglementaires, mais dans la pratique quotidienne, on est très, très loin. Voilà. En ce qui concerne les banques publiques, hein, les banques privées, on est BAL 3. Hein, on est BAL 3 parce que ça nous est imposé par nos sièges et ça nous est imposé par nos régulateurs qui sont plus restrictifs que la Banque centrale. Hein. Quand j'étais à la tête d'HSBC, les seuls ratios qui m'intéressaient, par défaut, c'était les ratios de mon régulateur à moi, puisque ces ratios-là étaient toujours plus restrictifs que ceux de la Banque centrale. Donc, en respectant les ratios de mon régulateur, je respectais automatiquement les ratios de la Banque centrale qui étaient beaucoup plus soft par nécessité, parce que le détail dans l'information était beaucoup moins important. Voilà. Donc oui, et puis après, il y a tout un phénomène de formation, il y a tout un problème de culture. Vous savez, dans les banques publiques, il n'y a pas la culture client. Hein.
il n'y a pas la culture client, soyons très très clairs. D'ailleurs, vous savez, jusqu'à une période récente, le poste de chargé de clientèle n'existait pas dans les banques publiques. On parlait de chargé d'études numéro 1, numéro 2, niveau 1, niveau 2, chargé d'études principales. On ne sait pas quelles études il faisait, mais enfin, bon, il n'y avait pas de chargé de clientèle. Hein, voilà. Mais j'ai vu des choses évoluer quand même. Hein. J'ai vu les choses évoluer. Franchement, les agences, elles sont un peu plus belles qu'elles ne l'étaient il y a une dizaine d'années. Il y a des progrès qui se font. Hein. Mais bien évidemment, j'allais dire, l'injonction viendra d'en haut. Hein. Et en haut, l'évolution positive vers la modernité viendra du resserrement des contraintes, notamment budgétaires, qui sont en train de se dérouler, quoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Pour rappeler aux téléspectateurs, puisque voilà, vous êtes expert en risque, enfin dans le secteur bancaire, donc vous utilisez des termes assez techniques. Donc BAL 2, BAL 3, c'est un comité bancaire expert qui voilà, se réunit dans la ville de Bâle et qui a établi un certain nombre de normes qui permettent des ratios de gestion de risque et de gestion de réserve de manière générale. Donc voilà, donc il y a eu BAL 2, BAL 3, il y a BAL 4, etc. C'est des normes qui s'appliquent au secteur bancaire des différentes régions, BAL étant plutôt appliqué en Europe, et puis il y a le système américain, le système asiatique, etc. Voilà, globalement, pour donner quelques clés à nos téléspectateurs. Merci beaucoup, M. Sekek. Est-ce que justement, dans la gestion des risques aujourd'hui, puisque aujourd'hui, l'acte de financement d'économie, comme vous l'avez dit, est sous contraintes, diverses contraintes, et notamment celle de la gestion des risques. Est-ce qu'on est dans une période où justement les différents risques qui surgissent sur le marché algérien sont tels que le financement de l'économie en pâtit doublement, triplement? Comment vous voyez aujourd'hui justement la matrice risque en Algérie? Bon, si on parle du risque de crédit, si vous voulez, très clairement, le secteur bancaire a subi de plein fouet un certain nombre de choses. Hein. Et pas uniquement le Covid. Hein, pas uniquement le Covid. Si vous voulez, les contre-coups du Hirak sont importants. Hein. Alors, pas le Hirak en tant que tel, hein, soyons très très clairs, c'est pas le Hirak qui a créé des prénoms performants. Hein. Mais ce qui s'est passé, c'est que, si vous voulez, suite au Hirak et la manière dont a été gérée la fin de l'ère Bouteflika, hein, ce qui s'est passé, c'est que, grosso modo, il y a une peur qui s'est installée un peu partout dans l'appareil administratif, notamment dans les banques. Et encore une fois, les banques publiques, c'est 87% des encours. Au même moment, si vous voulez, le moteur de la croissance en Algérie, c'est la dépense publique. D'accord ? Donc, à partir de mars 2019, ce qui se passe, c'est que la dépense publique disparaît. C'est-à-dire, en gros, la peur d'aller en prison, les emprisonnements qui ont lieu font que la dépense publique n'est plus décaissée. Bon, de facto, ça a un effet boule de neige sur les entreprises, hein, et pas uniquement les entreprises des gens de la bande, comme on dit, mais les gens de la bande, ils avaient derrière eux des milliers de sous-traitants qui se retrouvent du jour au lendemain impayés. Alors, bien évidemment, ça s'est traduit par une augmentation assez considérable du risque. Hein. Alors, pour votre information, à la fin 2019, puisque c'est de ça qu'il s'agit, le montant global des provisions, alors c'est un petit peu, le montant global des provisions qui ont été passées par les banques de la place, c'était 186 milliards de dinars. Hein. 186 milliards de dinars, c'était mine de rien
des sommes importantes puisque ça représentait environ 1,4 milliard de dollars. Alors, ces provisions, elles ont dû être probablement passées, décidées dans les 4 premiers mois de 2020. Or, dans les 4 premiers mois de 2020, c'est-à-dire avant la clôture définitive des comptes de 2019, il y a eu une directive de la Banque d'Algérie qui dit grosso modo, vous pouvez rééchelonner, vous pouvez reprofiler sans pénalité. Traduction, vous pouvez rééchelonner, reprofiler sans classification. Et si vous ne classifiez pas, vous n'avez pas nécessité de faire des provisions. Sauf si vous êtes une banque internationale et que vous avez un régulateur au-dessus du régulateur local. Hein. Donc, il y a eu 185 milliards de provisions sur 2019, très probablement du fait de cette directive qui a été reçue. Je pense que momentanément, il y a eu beaucoup de poussière qui a été mise sous les tapis. Voilà. Alors, arrive le Covid, et le Covid n'a fait qu'aggraver la chose. Hein. N'a fait qu'aggraver la chose sans une réaction identique à ce qui s'est fait en Europe. Hein. Les autorités locales, en fait, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles n'ont fait que d'autoriser les banques à reporter les échéances. Elles ont autorisé les entreprises à décaler les règlements des charges sociales et des charges fiscales, mais on n'a pas eu le bonheur macronien de pouvoir tirer, comme en France, 130 milliards d'euros de prêts garantis État. Donc, très clairement, on n'a pas pris en charge la conséquence essentielle, à mon avis, du Covid, qui est la crise de trésorerie. Et les banques, notamment les banques du secteur privé, hein, qui sont quand même des intervenants importants sur le marché spécifique de la PME, n'ont pas augmenté leurs encours. Elles n'ont pas augmenté leurs encours parce qu'il n'y avait pas de garantie étatique derrière, comme ça se fait un peu partout en Europe. Et donc, elles ont gardé des encours identiques à ceux qui étaient avant. Voilà, c'est ce que je peux dire. Alors, 2020, j'ai aucune idée des données. Bon, moi, j'ai fait un tableau récapitulatif que ceux qui le souhaitent pourront obtenir. J'ai un tableau qui synthétise toutes les banques de la place. J'ai analysé tous les bilans de la place. Bon, je peux mettre ça à la disposition de ceux que ça intéresse en termes de dépôts, de prêts, de revenus, de RBE, de coefficient d'exploitation, de profit, de provision nette, de ROE. J'ai toutes les données pour ceux qui les veulent à la fin de 2019. Voilà. Bien, très bien, M. Sekak. Vous soulignez la difficulté aujourd'hui d'affronter une crise conjoncturelle qui est celle du Covid, hein, que tous les pays du monde vivent de plein fouet. Cependant, vous l'avez très bien souligné lors de vos interventions passées et présentes, que le secteur financier, et notamment bancaire, n'est que le résultat d'une panne de l'économie algérienne. Aujourd'hui, la banque a un rôle fondamental puisque c'est celle qui permet de financer l'activité économique. Et donc, si on pouvait utiliser quelques images, c'est le sang dans le corps économique qui permet un peu de faire tourner l'économie et de laisser rester, garder en vie cette économie-là. Est-ce que vous pensez que dans les années qui viennent, le secteur bancaire va pouvoir jouer ce rôle-là, vu l'augmentation du risque tel que vous l'avez décrit? Vous avez parlé du risque de crédit, il y a des risques de liquidité, il y a des risques de marché peut-être un peu moins visibles aujourd'hui, il y a d'autres types de risques. Est-ce que vous voyez que globalement, le secteur bancaire va continuer à financer l'économie ou il y a besoin de mesures très très fortes incitatives pour relancer la machine?
Alors, avant de passer, à l'avenir, je crois il faut compléter le diagnostic par rapport à certaines questions que vous avez évoquées avant. D'accord? Alors, le diagnostic, on doit relever aussi que la gamme des produits qui est offerte, elle est très, très étroite. Hein. La gamme des produits qui est offerte par les banques algériennes, elle est étroite et franchement, elle est identique dans toutes les banques. Hein. Elle est identique dans toutes les banques, que ce soit les banques publiques ou les banques privées. Vous avez les mêmes produits qui sont offerts. Bon, c'est des produits pas très sophistiqués. Donc, vous êtes dans un marché où vous avez une banalisation de l'offre de produits très simples. D'accord? Après, tout à l'heure, vous avez posé la question des services financiers. Alors, les services financiers spécialisés, ils sont très, très faibles. Alors, il y a, il y a quand même un début de développement du crédit à la conso. Hein. Il y a eu des yo-yo hein, en fonction des évolutions des contraintes de balance des paiements et des capacités à importer, puisque consommation en Algérie veut dire bien de consommation durable, c'est le plus souvent importé. Le crédit bail, le leasing se développe, le leasing se développe pas mal, mais on est encore dans des encours de crédit leasing qui sont très très loin de la norme internationale. Hein. J'ai terminé une étude il n'y a pas très très longtemps. Le potentiel de développement du leasing est très très substantiel, en Algérie. Et puis il n'y a pas du tout, il n'y a pas du tout de facturage. Il n'y a pas du tout de factoring, ce qui est une aberration totale, puisque partout dans le monde, notamment en Europe, le factoring, c'est l'élément essentiel du financement des PME. Hein. Or, en Algérie, tout le monde parle du financement des PME, mais pour des raisons bureaucratiques complètement délirantes, hein, de chevauchement de compétences entre le ministère des Finances et la Banque centrale, on n'arrive pas à faire décoller le factoring, alors que franchement, il y a des investisseurs internationaux qui tapent à la porte, qui disent on veut venir faire du factoring. Hein, et voilà, donc il n'y a pas, il a pas de il n'y a pas de service financier. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que on est dans un marché non transparent. Quand vous parlez du risque, notamment du risque de crédit en Algérie, vous avez affaire à un pays où la fraude fiscale est de notoriété nationale et le jeu national. Hein. Donc, sous ton de la boutade, vous avez plein d'entrepreneurs qui vous disent tu veux le bilan, tu veux lequel hein, le vrai, celui des impôts ou celui de la banque hein. Donc, quand vous évaluez le risque dans un système économique non transparent, bon courage pour la constitution de vos outils de scoring auxquels on est habitué en Europe. Hein. Donc voilà, donc il y a des contraintes, Alors bien évidemment, il y a aussi pour terminer comment dire le panorama diagnostique, il y a un cadre réglementaire qui est quand même très instable. Hein. Il y a un cadre réglementaire qui est très instable. Je citerai un seul exemple, le ratio des engagements extérieurs, qui était de 4 en 2013, qui est maintenant de 1. Hein. Donc, si vous avez une stratégie orientée gestion des flux, eh ben, votre capacité d'intervention est divisée par 4 en quelques années. Hein. Alors, bien évidemment, le dernier élément, c'est le faible développement technologique. Hein. Le faible développement technologique, bien que, soyons très clairs, les souvenirs que beaucoup d'Algériens ont sur les systèmes de paiement, notamment l'encaissement des chèques,
c'est un vieux souvenir, hein. Au jour d'aujourd'hui, il est très facile d'encaisser des chèques en 48 heures et de faire des virements instantanés, hein. Voilà. Bon, et malgré tout ça, ce qui est intéressant de voir, c'est que la rentabilité des banques est colossale, hein. La rentabilité des banques est colossale, que ce soit les banques privées que les banques publiques. En Algérie, il m'est arrivé, moi, de faire des ROE de 250%. Je dis bien 250%. Voilà. Parce que nous avions une activité de trade, de gestion de flux, qui nécessitait pas normalement des ratios de capitalisation, des consommations de fonds propres qui soient importantes. Donc les banques sont malgré tout les banques privées très rentables, hein, avec des rendements des actifs qui sont très élevés, des return on equity qui sont très très élevés. Donc malgré tous les contraintes, on est quand même dans un marché, à mon avis, oligopolistique, hein. Voilà. Donc, et puis tout le monde est assez content de ce qui se passe, hein, au niveau des banques, hein. Mais bien évidemment, le prix à payer de cette autosatisfaction, c'est que il n'y a pas de croissance, hein. Alors, les ratios de solvabilité, tout ça, je ne reviendrai pas là-dessus. Alors, bien évidemment, il faut évoluer, hein. Bien évidemment, il faut évoluer. Alors, encore une fois, l'évolution essentielle de l'Algérie, c'est quoi? C'est qu'il faut, il faut sortir, de l'économie de rente, hein. Il faut aller vers une économie de production, de biens et de services, tout simplement parce que notre système actuel n'est pas bouclé, hein, et n'est pas viable. Depuis des années, on a des déficits budgétaires qui se baladent entre 15 à 20%, hein, depuis 2014, hein. Ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, on a bouffé l'épargne budgétaire, hein. On a bouffé l'épargne budgétaire, c'est-à-dire que grosso modo, on avait 5 ou 6 000 milliards de dinars dans le fonds de régulation des recettes, c'est-à-dire à l'époque plus de 60 milliards de dollars. On les a bouffés gentiment, hein. C'est-à-dire que concrètement, on était dans une situation du ménage qui continuait à vivre au-dessus de ses moyens et qui tapait dans le livret A pour subvenir aux besoins. Bon, le livret A, on l'a vidé en 18 mois, hein. Ensuite, on s'est retrouvé en déficit de ressources. Bon, certains économistes à l'époque ont proposé la solution de facilité qui était la création de monnaie pour financer le déficit budgétaire. Bon, cette création de monnaie, elle est devenue un peu à la mode un peu partout dans le monde. Mais enfin, bon, un peu partout dans le monde, c'est des économies de production. Ce n'est pas des économies d'importation et de rente. Alors, on est arrivé, j'allais dire, à des déficits très importants, des déficits budgétaires. La traduction de ces déficits budgétaires, c'est quoi? C'est qu'on crée de la demande, hein, on crée de la demande, et cette demande, elle se retrouve en face d'une offre qui est rigide, hein. Il faut quelquefois revenir au cours d'économie de première année, hein. Donc, on a un excédent de demande par rapport à une offre locale rigide. Bon, on arrive à satisfaire ça par l'importation. Mais le prix à payer de ce schéma-là, c'est l'amenuisement des réserves de change, puisqu'on est passé de 194 milliards à début 2014, on est au jour d'aujourd'hui à 40 milliards, hein. La question qu'on se pose, comment on boucle la boucle quand les réserves de change ne seront plus là, hein. Étant entendu que par ailleurs, d'un point de vue politique et de manière complètement incompréhensible, on refuse le recours à l'endettement extérieur qui permettrait momentanément de réduire la vitesse d'amenuisement des réserves de change. Voilà. Donc, la boucle n'est pas bouclée. Alors, si la boucle n'est pas bouclée, bon, il faut bien évidemment réformer. Alors,
la réforme des banques, la réforme du cadre institutionnel du secteur bancaire, c'est dans le cadre de quelque chose de plus cohérent qui s'appelle les réformes structurelles. Le secteur bancaire ne réglera pas les problèmes de l'Algérie tout seul. Il faudra que ça soit cohérent. Donc, on pourra faire un webinaire, si vous voulez, sur les plans de développement, les réformes structurelles qui doivent être mis en place. Mais bon, le diagnostic du secteur bancaire, il peut se résumer en trois choses à la fin de la journée. La première, c'est qu'il y a la faiblesse de son niveau d'intermédiation. On le voit très bien. Deux, c'est qu'il y a une prédominance des banques publiques. Et puis trois, il y a la faiblesse des crédits accordés au secteur privé. Au jour d'aujourd'hui, les crédits accordés au secteur privé, c'est moins de 25% du PIB. Alors, si vous croyez comme moi, que la croissance pérenne de l'Algérie viendra du secteur privé ou ne viendra pas, très clairement, il y a quelque chose à faire, à ce moment-là. Alors, je discutais récemment avec un ancien ministre des Finances qui me disait, mais mon cher Rachid, le sous-développement financier de l'Algérie n'est que le reflet et l'accentuation des dérèglements structurels de l'économie. Donc, prenons en charge les dérèglements structurels de l'économie, prenons en charge les dérives budgétaires que l'on observe et on aura déjà, à mon avis, réglé une bonne partie du souci du secteur bancaire. Alors, bien évidemment, le secteur bancaire, il faut le réformer, mais c'est un vaste sujet qu'on peut développer si vous le souhaitez. C'est un vaste sujet qu'on peut développer et qui nécessitera beaucoup de travail, beaucoup d'expertise et certainement une volonté politique allant au-delà des effets d'annonce que l'on rencontre depuis des années. Puisque malheureusement chez nous, on parle beaucoup, on agit peu et ça devient urgent d'agir. Mais encore une fois, l'action ne devra pas être cantonnée au secteur bancaire et financier. Tout à fait, je comprends bien la problématique de bien voir le lien très très fort entre des réformes structurelles d'ordre économique, réglementaire, qui permettraient justement un fonctionnement plus normal de cette économie, qu'elle soit moins rentière et plus productive. Cependant, c'est toujours l'effet de l'œuf et de la poule. Est-ce que finalement permettre justement je dirais le développement du secteur productif, ce n'est pas aussi avoir un secteur bancaire qui soit capable de financer ce secteur économique, d'identifier les opportunités, d'identifier certains gisements de croissance et de jouer son rôle. Vous avez parlé d'un ROE important, c'est dire les marges de manœuvre que pourraient avoir potentiellement un certain nombre de banques si les conditions, je dirais, de crédit, globalement de marché, permettaient des engagements plus forts et plus long terme. Comment voyez-vous aujourd'hui, alors vous avez parlé du financement bancaire, mais il y a aussi le marché financier qu'on pourrait réfléchir. Voilà, il y a des capital risques, il y a des fonds, différents types de fonds qui peuvent récolter un peu l'épargne. Aujourd'hui, il y a peut-être une très grande pauvreté en termes de produits d'épargne. Comment voyez-vous un peu cette possibilité pour le secteur bancaire et globalement financier d'être aussi le moteur de l'économie? Il sera le moteur de l'économie si on veut qu'il soit le moteur de l'économie. En haut, à mon avis, il y a une volonté politique il y a une volonté politique de tout contrôler en amont, soyons très très clairs. Alors, si vous voulez, on pourra revenir sur les questions plus techniques parce que il y a quand même au jour d'aujourd'hui une contrainte de liquidité dans les banques. Vous avez beau avoir
des ROE qui soient élevés. Si vous voulez accroître l'activité, il faut de la liquidité. Hein. Or, au jour d'aujourd'hui, la liquidité, elle se resserre très, très considérablement. Hein. Alors, la banque, pourquoi? Parce que la part des dépôts provenant des hydrocarbures est quelque chose d'important dans la détermination du niveau de liquidité de l'économie. Hein. Or, le secteur des hydrocarbures, vous savez ce qui se passe, il y a une perte de valeur ajoutée de plus de 50% sur les 10 dernières années, et puis il y a un effondrement des prix au moins jusqu'à une période récente. Hein. On ne sait pas de ce que sera fait l'avenir. Donc il y a un vrai problème de ressources. Au niveau des marchés financiers, j'allais dire, vous voulez développer les marchés financiers, il y a quand même des règles de comportement et des règles de transparence qui ne sont pas encore le fort de nos entreprises privées. Demandez à Civital pourquoi il ne veut pas être à la bourse. Demandez-lui. Hein. Et pourtant, vous savez combien il pèse. Hein. Et j'allais dire, il y a des normes de transparence. Et puis, il y a ce refus, des autorités de privatiser un certain nombre de fleurons de l'économie publique. Hein. Chez nous, on veut privatiser les canards boiteux. Mais les canards boiteux, personne n'en veut. Hein. J'allais dire, soyons très très clairs. Il faudra privatiser ce qui est privatisable. Hein. Si vous voulez accroître la profondeur du marché financier, il faudra mettre des choses qui valent le coup. Bon, sur le capital risque, on pourra revenir là-dessus. Regardez l'aberration de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. L'aberration, c'est que vous avez… alors, je suis un partisan du secteur privé, mais je suis très déçu de notre secteur privé. Hein, parce qu'ils raisonnent comme des rentiers. Et beaucoup d'entre eux sont des rentiers. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent la faille dans le système administratif, ils cherchent la faille dans la gestion administrative de l'économie, ils s'engouffrent tous en même moment comme des moutons dans les opportunités créées par les déséquilibres administratifs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au jour d'aujourd'hui, bon, il y a quand même une volonté forte affichée, à mon avis, avec des surattentes, hein, de développer les startups, etc., l'entrepreneuriat, blablabla. La volonté est là. Et j'allais dire, l'écosystème se met en action. Et ce qui est assez surprenant, c'est que cet écosystème, il est créé par l'État. L'absent le plus important de l'écosystème, c'est le secteur privé. Alors, le secteur privé, il dit il faut, il y a qu'à. En gros, donnez-nous des sous et on continuera à nous développer. J'allais dire des sous, à mon avis, ils en ont fait beaucoup, tous. Hein. Il faudrait de temps en temps qu'ils les réinvestissent localement plutôt que dans l'immobilier, dans le 16e ou dans le 7e arrondissement. Hein. Et l'Algérie ira sans aucun doute beaucoup mieux. Donc voilà, donc si vous voulez, la rente, la culture de la rente, elle est largement répandue. Hein, et ça nécessitera un choc culturel. Alors, la réforme des banques, si vous voulez, c'est des axes d'effort. Hein. À mon avis, il y en a plein. C'est-à-dire que il faut d'abord, à mon avis, définir une stratégie de développement du secteur bancaire et puis la communiquer. Hein, communiquer au niveau international sur cette stratégie. Alors, est-ce que l'Algérie est prête à donner de nouvelles licences bancaires? Il faut le dire. Est-ce qu'on est prêt à donner des licences bancaires au secteur privé? Il faut le dire. Est-ce qu'on est prêt à supprimer la loi du 51-49 dans le secteur bancaire? Bon, apparemment, c'est fait, mais bon, c'est pas encore très, très clair. Hein. Est-ce qu'on est prêt à privatiser un certain nombre de banques publiques? Alors, on veut les mettre en bourse, mais franchement, la mise en bourse du CPA ou de la BDL, ça ne va pas mener à grand-chose,
si c'est la SAA, la COR ou le Fonds national d'investissement qui rachètent, hein, etc., etc. Donc, il faut très clairement, exprimer quelles sont les attentes, par rapport à ce maître mot. Élément essentiel, à mon avis, dans la stratégie de développement du secteur bancaire, il faut commencer par un retour à l'autonomie de la Banque d'Algérie. Hein, parce qu'il y a longtemps qu'elle n'est plus autonome. Hein, il y a longtemps que l'autonomie de la Banque d'Algérie donne des boutons aux hommes politiques. Hein, et, pour un homme politique comme Bouteflika, ce n'était pas des boutons, c'était des AVC. Hein, des AVC à répétition du fait de ne pas pouvoir lui-même contrôler l'offre de monnaie, le crédit, le taux de change, étant entendu que c'était un économiste hors pair. Donc, j'allais dire, il faut revenir au démarrage, c'est-à-dire retour à l'autonomie de la Banque centrale, et bien évidemment, j'allais dire, dans ce cadre global, moi, je crois que l'élément essentiel, le mot essentiel, c'est concurrence. Hein. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas concurrence, il y aura forcément pas innovation. Hein. Et dans ce secteur, c'est l'innovation. Alors, ça, c'est le cadre général. Ensuite, deuxième élément, il faut revoir de fond en comble, il faut la modifier, il faut renforcer la gouvernance des banques publiques. Hein. Il faut renforcer la gouvernance des banques publiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire renforcer la gouvernance des banques publiques? Alors, vous savez, je développe le programme depuis des années. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, il y a un ministre qui arrive, il prend une toute petite part de mon programme et il le sort. Voilà. Mais il n'y en a aucun qui a compris que ce programme, c'est un puzzle et il faut tout prendre. Hein. C'est-à-dire, en gros, avec le programme de CECAC, il ne faut pas prendre l'emballage, il faut prendre le produit qui va avec. Hein. Et malheureusement, souvent, les ministres des Finances, depuis quelques années, ils prennent l'emballage et ils ne prennent pas le produit. Alors, le changement de gouvernance, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Les banques publiques, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un État, l'État, il est actionnaire, c'est l'actionnaire, il est régulateur et en plus, c'est le principal client. D'accord? Donc, expliquez-moi si une configuration comme celle-là ne conduit pas à des relations que j'appellerais d'incestueuses. Hein? Voilà. Vous avez un État qui est actionnaire, régulateur et client. Bon, je veux bien que vous appliquiez BAL 2, BAL 3, BAL 18. Enfin, il y a quand même un problème, un problème à ce niveau-là. Le premier problème, c'est qu'il faut qu'on définisse très clairement, de manière transparente, le rôle des banques publiques. Hein. Le rôle des banques publiques, parce que, encore une fois, les banques publiques, il ne faut pas les attaquer. Elles font ce qu'on leur demande de faire. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on leur demande de faire deux choses. On leur demande, en fait, d'exécuter des obligations de service public, d'accord? Et d'un autre côté, on leur demande d'agir comme des entités commerciales, d'accord? Mais ces deux éléments d'activité sont des éléments contradictoires, hein, et ils sont traités à l'intérieur du même bilan. Donc, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas mesurer l'efficacité des banques. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait, c'est que les pertes, on demande aux banques de prendre du 30 ans sur la Sonelgaz avec 20 ans de différé et un taux d'intérêt de 2%. On demande à la BNA de prendre de l'Algérie Télécom à 25 ans avec 15 ans de différé, un taux de 2%. Ça, c'est une injonction extérieure. Hein. Donc, cette injonction extérieure, pour être capable de mesurer l'efficacité des banques publiques, il faudrait très logiquement que la prise en charge de ces obligations de service public soit logiquement prise en charge par
des dotations budgétaires. Il faudrait que ça soit complètement transparent. Nous, on mélange tous les bilans. Hein. On mélange tous les bilans et quand ça ne va plus, eh ben, on provisionne et puis on recapitalise et on rachète les créances et ainsi continue le manège. Alors, l'autre élément de modification de la gouvernance, c'est qu'il faut arrêter les injonctions externes. Hein. Écoutez, les PDG des banques publiques, ils fonctionnent souvent sur coup de téléphone. Hein. Voilà. C'est pour ça que j'aimerais pas l'être. Hein. Alors, bien évidemment, il faut voir aussi la composition des conseils d'administration. Hein. Il n'y a pas de banquiers dans les conseils d'administration. Il n'y a que des fonctionnaires du ministère des Finances qui n'ont pas forcément toute la chaîne de compétences pour comprendre le fonctionnement d'une banque. Ils sont entre eux. Hein. C'est un complément de revenu sans forcément être capable de lire un bilan bancaire ou de lire un plan stratégique bancaire ou de lire un compte de résultats bancaires. Donc, il faudrait quand même introduire des administrateurs indépendants qui soient des administrateurs qui soient certifiés pour leurs compétences, comme ça se fait probablement en Europe. Alors, bien évidemment, il y a tout le problème de la dissociation entre la présidence du conseil d'administration et la direction générale de la banque. Hein. Alors, autre élément dans la gouvernance, parce que je le situe ce problème-là au niveau de la gouvernance, c'est le renforcement des outils de pilotage. Si vous l'élément essentiel de la gouvernance, c'est la capacité à piloter. Or, la capacité à piloter, elle va dépendre de votre système d'information, de la modernisation de votre système d'information. Même si vous êtes le meilleur banquier du monde, si vous arrivez dans une banque qui n'a pas de système d'information, vos résultats seront aléatoires et très probablement médiocres. Hein. Alors, il ne faut pas, dans la gouvernance, aussi reculer devant la privatisation, hein, mais la privatisation, il ne faut pas rester assis entre deux chaises. Hein. La privatisation, écoutez, HSBC Londres va vendre HSBC France, l'activité retail, à zéro, et en plus va donner 500 millions d'euros à celui qui rachète pour redresser le truc. Hein. Donc, il n'y a pas de honte à avoir une valorisation très très faible. Vaut mieux donner quelque chose avec une valorisation faible plutôt que de continuer à avoir des décaissements infinis du trésor pour redresser les choses. Donc, je ne suis pas persuadé que les effets d'annonce qui apparaissent maintenant d'une privatisation à travers le marché boursier soit un virement de cutie définitif. Hein. Voilà. Alors, bien évidemment, il faut revoir les normes de transparence. Parce que vous avez lu les rapports annuels de nos banques publiques, c'est à mourir de rire. Hein. Si vous arrivez à comprendre la qualité du portefeuille de risque, c'est à m'expliquer comment vous faites, hein, etc., etc., etc. Alors, bien évidemment, il faudra revoir tout ça. Alors, ça, c'est le deuxième élément. Mais les réformes bancaires, c'est aussi une évolution réglementaire. Hein. C'est aussi des évolutions réglementaires qui toucheront pas uniquement la réglementation bancaire et puis la réglementation prudentielle. Alors, bien évidemment, il y a des choses qu'il faut assouplir tout de suite. Chaque agence bancaire en Algérie doit recevoir un agrément de la Banque centrale. Alors, quelquefois, vous construisez l'agence, puis vous attendez 18 mois ou 2 ans pour avoir l'autorisation de l'ouvrir. Voilà. Alors, bien évidemment, il y a aussi toute la réglementation aussi sur le traitement des non-performing loans. Ça serait long à expliquer, mais les non-performing loans des banques algériennes, ils restent dans les bilans. Ils restent dans les bilans ad vitam aeternam. Hein. De la même manière, très, très franchement, il faut relâcher le contrôle d'échange. Hein.
le contrôle d'échange algérien n'a plus de cohérence, ne sert plus à grand-chose, hein, parce que s'il avait été efficace, franchement, vous croyez qu'on aurait eu tous les scandales qui apparaissent dans la presse et à la télévision tous les jours sur les milliards de dollars qui ont été investis dans des hôtels ici, dans des appartements là. Donc, le contrôle d'échange, il n'est pas très, très efficace. Et ce qui fait, c'est qu'il complique le climat des affaires plutôt qu'autre chose, hein. Alors, bien évidemment, un autre volet, c'est qu'il faudra améliorer le cadre, le dispositif de supervision et le cadre macro-prudentiel, hein, parce que, si vous voulez, il y a deux choses qui ne vont pas dans ce que vous disiez tout à l'heure. C'est que ça ne va pas dans la gestion des risques, soyons très très clairs, et ça ne va pas dans le partage de l'information, hein. Gestion des risques et partage de l'information, c'est un peu le côté pile et le côté face de. Alors, bien évidemment, les registres de crédit, c'est-à-dire les centrales de risque, sont loin, 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 loin d'être optimales. Alors, aussi bien pour les entreprises, où c'est un peu mieux que pour le privé, hein, c'est un peu mieux que pour le privé. Mais les registres de crédit, ça ne va pas, hein. De la même manière, il faut des systèmes de partage de l'information, des systèmes de partage de l'information interbancaire, hein, à l'intérieur, entre chaque banque. Bien évidemment, il faut une base de données centralisée des garanties qui ont été données, hein, puisque je peux vous dire que beaucoup de garanties sont données à plusieurs entités à la fois, hein, et qu'il n'y a pas forcément, une idée précise des garanties qui ont été données par chacun des débiteurs. Donc, comment vous voulez gérer les crédits? Gérer le crédit si vous disposez pas d'un outil comme celui-là. Alors, bien évidemment, il faudra améliorer sensiblement le contrôle sur pièce. Franchement, entre le moment où je suis arrivé en Algérie et le moment où j'ai quitté la banque, le contrôle sur pièce s'était considérablement amélioré. Il faut être objectif. La Banque d'Algérie a fait de gros progrès sur le contrôle sur pièce, mais où le bas blesse par manque de formation, par manque de culture, plein de choses, hein, par plein de choses. Le contrôle sur place, il doit être très très largement amélioré, parce que le contrôle sur place en Algérie, c'est quoi? C'est vérifier la conformité à la réglementation en vigueur. Vous êtes d'accord avec moi qu'un auditeur externe, il doit vérifier bien au-delà du respect de la réglementation en vigueur. Il doit avoir une culture plus importante dans l'appréciation du contrôle des risques et tous les risques, hein, de crédit opérationnel, etc. Et d'avoir une appréciation sur l'efficacité des processus de gestion, hein. C'est ça, un auditeur externe qui fait un contrôle sur place. C'est pas quelqu'un qui vérifie votre conformité à la réglementation en vigueur, hein. Parce que ça, c'est regarder le problème par le petit trou de la serrure. Alors, un élément important, c'est qu'il faut, dans ce que vous disiez tout à l'heure, et avant de passer au volet macro, hein, dans sa généralité, c'est qu'il faut favoriser l'innovation. Il faut favoriser l'innovation et favoriser l'élargissement de la gamme des produits. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que en Algérie, il faut revoir complètement la philosophie du service public, hein. En Algérie, si vous voulez, on a la volonté de tout contrôler en amont, d'accord? C'est-à-dire, on veut contrôler avant d'innover, hein. C'est-à-dire que vous regardez le texte réglementaire en Algérie. C'est quoi un texte réglementaire? C'est l'interdit
et le cahier des charges. Hein. Vous avez un ministre, ils n'ont que ça dans la bouche, cahier des charges, réglementation. Hein. Non, le boulot du service public et le boulot d'un ministre, c'est d'inciter, c'est d'accompagner, c'est de conseiller, c'est d'orienter, c'est pas d'interdire. Hein. Le problème, c'est que si vous voulez réglementer avant d'innover, il n'y aura jamais d'innovation. Hein. Il n'y aura jamais d'innovation. Et c'est ce qui s'est passé, à mon avis, très largement en matière de développement des systèmes de paiement modernes, que ce soit aussi bien la monétique, Internet que le mobile banking. Hein. On veut tout contrôler en amont. Si vous voulez tout contrôler en amont, si vous voulez favoriser l'inclusion financière, il faudra être un peu plus flexible. Pourquoi? Parce que votre boulot à vous, c'est de créer les conditions nécessaires à l'émergence des services financiers. Hein. Laissez-les fonctionner et puis vérifiez que leur fonctionnement est sain. Hein. Mais ne faites pas des procès d'intention avant que ça démarre. Hein. Or, c'est souvent ce qui se passe. Alors, les autorités de régulation à tous les niveaux, elles doivent évoluer. Ce que j'ai l'habitude de dire aux gens de gouvernement que je rencontre, c'est de dire, écoutez les gars, innovons, créons les conditions, créons les nouveaux produits et ensuite seulement légiférons et réglementons si c'est nécessaire. Mais si ce n'est pas nécessaire, pourquoi un cahier des charges et toutes ces usines à gaz? Alors bien évidemment, dans la gestion des risques, tout à l'heure, il y a un maillon manquant chez nous qui existe chez certains de nos voisins. C'est les sociétés spécialisées dans le partage de l'information financière. Hein. Pourquoi? Parce que les notations externes d'entreprise, ça n'existe pas. Le partage des normes financières sectorielles, ça n'existe pas. Les Dun and Bradstreet en Algérie, ils seraient les bienvenus. Hein. Et à mon avis, dans notre diaspora, il y a des dizaines de membres de notre diaspora qui sont capables de créer des sociétés financières en Algérie pour partager l'information. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Et bien évidemment, ça permettrait de moderniser le secteur. Alors, autre élément complètement en maillon manquant, c'est qu'il n'y a pas de microcrédit. Hein. Le seul microcrédit qui existe, c'est les dispositifs aidés. Hein. Les dispositifs aidés qui ont fait quoi? Qui ont distribué la rente. Hein, et qui aujourd'hui coûtent entre 5 à 7 milliards de dollars, excusez du peu, de prêts non performants. Hein. Donc, il faut des sociétés de capital risque privé. Hein. Il faut des sociétés de capital risque privé, notamment de capital risque international, hein, qui seront les seuls à être capables d'apprécier la validité d'un business plan, d'apprécier une idée et un business plan associé à une fintech, etc., etc. Alors, ça n'existe pas. Hein. De la même manière que, soyons très très clairs, les produits islamiques représentent, notre ami pourra en parler tout à l'heure, les produits islamiques représentent un élément important dans la mobilisation du potentiel d'épargne. Pas autant qu'on le pense, hein, mais c'est un élément important. Alors, bien évidemment, ces évolutions institutionnelles à l'intérieur du secteur, je pense qu'il faudra les accompagner d'autres modifications ailleurs. Les autres modifications qu'il faut mettre ailleurs, c'est essentiellement le système judiciaire. Hein. Le système judiciaire. Pourquoi? Parce que il faut rationaliser un certain nombre de procédures. Hein. Le droit des difficultés en société, le droit des sociétés en difficulté en Algérie n'existe pas. Hein. Il y a quoi en Algérie? Il y a la faillite et le règlement judiciaire. Hein. Point à la ligne. Il n'y a rien d'autre qui est prévu.
Alors, il faut peut-être introduire des procédures de sauvegarde. Hein. Il faut peut-être introduire des procédures de sauvegarde. De la même manière, la résolution des différends en Algérie, elle est pas forcément, appropriée. Très clairement, l'exécution des garanties, bon courage. Hein. Bon courage, avec une particularité importante, c'est que savez-vous que le régime de la faillite personnelle n'existe pas en Algérie. Seule une personne morale peut faire faillite. Il ne peut pas y avoir une faillite personnelle. Donc, réfléchissez aux conséquences d'un tel résidu, probablement du droit musulman, je pense, hein, sur le fonctionnement des banques. Alors, au-dessus de tout ça, il faut de la formation, il faut du développement des compétences, il faut de la ressource humaine, etc., etc., etc. Donc, vous voyez, c'est pas simple, hein. C'est pas simple et ça va bien au-delà de ce que nos autorités pensent. Et puis, bien évidemment, si vous voulez, il faudra un effort. D'abord, il faudra une équipe crédible, hein, pour vendre cette histoire-là. Parce que si l'équipe n'est pas crédible, l'effort de communication ne sera pas pris au sérieux. Pourquoi? Parce qu'il faudra faire un choc culturel, obtenir une adhésion. C'est un peu la même chose qu'au niveau politique. Voilà, c'est très très clair. Il faut un choc culturel, il faut faire adhérer aux réformes. Et puis bien évidemment, il faudra renforcer les capacités financières, aussi bien des banques que des entreprises. Alors, tout ça dans le cadre d'un processus de réforme structurelle qui, encore une fois, sera beaucoup plus large. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Seccach. C'est vrai que on a parfois l'habitude d'avoir des grands discours, comme vous dites, pas toujours très bien construits en termes de contenu. Et là, on a la chance d'avoir, comme vous l'avez fait, un diagnostic, au-delà du diagnostic, des propositions très, très concrètes de réforme bancaire. Et je vous en remercie parce que c'est vrai qu'elles sont parfois techniques, hein, et j'espère que nos auditeurs feront un effort, nos téléspectateurs feront un effort pour essayer de comprendre au-delà de ces, parce que bon, en 2 heures c'est très compliqué de tenir, mais globalement des pistes très très importantes ont été apportées par M. Seccach. Vous avez parlé, j'aimerais développer avec vous, M. Seccach, le côté vous avez parlé un peu de la difficulté aujourd'hui du rôle de l'État qui, comme vous avez bien précisé, est un rôle plutôt administratif, hein, et n'arrive pas à passer à son rôle de régulateur, hein, et notamment de régulateur après coup, comme vous l'avez précisé, a posteriori, et notamment dans cette volonté de tout contrôler et cette volonté quelque part de garder la main sur un secteur bancaire où elles sont quelque part, comme elles ont été créées dans les années 70, finalement les relais financiers des entreprises publiques, hein. On n'est pas encore sorti de ces logiques-là, hein. Comme vous dites, elles ne sont pas encore totalement des banques commerciales, et elles sont, par injonction, obligées de financer à des taux décidés administrativement des entreprises publiques. Croyez-vous pas qu'il y a peut-être aussi, au-delà justement de développement du secteur bancaire et notamment privé, la nécessité aussi d'un secteur financier, puisque le financement des entreprises, il peut se faire auprès de la banque, mais il peut aussi se faire par le marché dans la bourse, vous en avez parlé, mais aussi par l'émission d'obligations, et donc avec tout un, je dirais, un aérophage de produits qui permet de bien émettre de la dette sur le marché et d'être capable ensuite de racheter, d'avoir un marché primaire et secondaire, et aussi avec une panoplie. Vous avez parlé des problèmes de liquidité des banques. Aujourd'hui, vous en avez parlé des difficultés qui vont arriver, hein, de funding, de coûts de funding
holdings des banques, est-ce que finalement le développement du marché financier ne va pas aussi permettre, au-delà du marché interbancaire et du financement à partir de la Banque centrale, de développer aussi des produits qui permettent aux banques de trouver des liquidités et d'arriver à mieux gérer leurs collatéraux, leurs garanties, etc. Que pensez-vous globalement du développement du secteur financier? Si vous voulez, c'est partout pareil, parce qu'on pourrait disserter aussi sur le secteur des assurances, c'est un peu la même problématique. Si vous voulez, le marché financier au jour d'aujourd'hui, c'est rien. Vous avez quatre entreprises qui sont cotées à la bourse. J'allais dire, le volume des transactions quotidiennes ne couvre pas les frais de personnel. Hein. Ça en très très clair. Les frais de personnel, le volume. Hein. Je ne parle pas de la commission, je parle du volume. Hein. Donc, si vous voulez, l'élément essentiel, c'est que je crois qu'il n'y a pas la volonté politique. Et la deuxième chose, c'est qu'au niveau du secteur privé, on refuse la transparence. Donc ils sont d'accord pour que ça ne bouge pas. Hein. Je pense qu'ils sont tous les deux d'accord pour que ça ne bouge pas. Alors, bon, ils parlent. Vous savez, notre secteur privé, il est très ambigu. Hein. Voilà, j'allais dire, il veut la suppression des subventions, mais il sait très concrètement que sans les subventions, il ne gagne plus sa vie. Donc, et on est dans un pays qui est très, très compliqué avec des jeux de pouvoir et des combinaisons de pouvoir qui changent tous les 5 minutes au gré des vendredis et des mardis. Il y a un secteur privé qui est un secteur privé archaïque. Alors, encore une fois, je suis un partisan, je suis convaincu que la croissance viendra du secteur privé ou ne viendra pas. Hein. Je n'ai pas dit qu'elle allait venir. J'ai dit elle viendra du secteur privé ou elle ne viendra pas. Si le secteur privé ne se modernise pas, l'Algérie ira dans une impasse. L'Algérie ira dans une impasse. Parce que la diversification viendra du secteur privé. Elle ne viendra pas d'ailleurs. Alors, ce secteur privé, il a des structures de gouvernance et de management qui sont archaïques. Hein. Allez voir un petit peu comment sont gérées les entreprises privées, même celles que vous voyez tous les jours dans les médias et sur la presse, des soi-disant capitaines d'industrie. Si vous allez un peu dans le détail, vous allez bien rigoler. Hein. Donc, il y a des structures de gouvernance qui sont archaïques. Et puis, il n'y a pas la transparence. Il n'y a pas la transparence. Si vous demandez à quelqu'un du... Et certains disent, moi, je ne suis pas là pour partager. Je l'ai entendu. Hein. Je ne suis pas là pour partager, donc je n'ai pas intérêt à aller à la bourse. Alors, allez sur le marché financier, si vous voulez. Bon, tout est prêt. Je pense que les gens de la COSOB ont fait du bon boulot. Je pense que tout est prêt. Hein, franchement, ce n'est pas un problème technique. Hein. Aussi bien la COSOB que la bourse d'Alger, bon, il y a peut-être des petites améliorations techniques à la marge, j'allais dire, à mettre en place. Mais je pense que le problème, il n'est pas à leur niveau. Hein. Le problème, il n'est pas à leur niveau. Le problème, il est au niveau de la volonté politique et des assouplissements réglementaires qu'il faut mettre en place. Vous êtes non-résident. Hein, vous êtes non-résident. Bah, vous n'avez pas le droit d'acheter des actions en Algérie. Voilà. Expliquez-moi pourquoi. Hein. Expliquez-moi pourquoi les fonds d'investissement, il ne peut pas y avoir de fonds d'investissement étrangers en Algérie. Pourquoi un fonds d'investissement en Algérie doit acquérir des participations dans des entreprises existantes comme si c'était un IDE. Pourquoi on n'autorise pas la création de fonds d'investissement étrangers en Algérie? Pourquoi on n'autorise pas des institutions de microcrédit à s'installer en Algérie? Alors, au même moment,
on augmente le capital minimal des banques, on le fait passer à 20 milliards de dinars. Vous pensez qu'à 20 milliards de dinars, il va y avoir la création de banques publiques, de banques privées? Non, il n'y en aura pas. Parce que 20 milliards de dinars, c'est beaucoup d'argent. Quand vous faites passer une institution financière à un capital de 6,5 milliards de dinars, alors qu'ils n'ont pas besoin de ça, hein, elles avaient toutes des ratios de solvabilité. J'ai regardé les établissements financiers, notamment les sociétés de leasing, elles n'avaient pas besoin d'une augmentation du capital minimal. Si vous demandez 6 milliards et demi à une institution pour créer localement une institution privée de microcrédit, il ne viendra pas. Pourquoi? Parce que pour rentabiliser 6 milliards et demi dans le microcrédit, il faudrait attendre de 25 ans. Hein. Donc, si vous voulez, franchement, ils ne comprennent pas comment fonctionne le monde. Ils ne comprennent pas comment fonctionne le monde financier. D'accord? Ils sont ministres ou ceci, cela, sans avoir été exposés à la réalité financière du monde. Hein. La connaissance de la finance qu'ils ont, franchement, c'est du niveau quand je suis gentil, du niveau de première année de licence. Voilà. Voilà. Donc, il y a aussi, il faut ouvrir le jeu. Hein. Ouvrez le jeu à la diaspora. Hein. Voilà. Bon, voilà, j'en fais partie tout en n'en faisant pas partie. Bon, je suis un exemple de la diaspora qui a réussi à faire son chemin en Algérie dans les méandres administratifs. Mais enfin, bon, je connais des centaines de gens dans la diaspora en Angleterre, en France, aux États-Unis, qui franchement n'attendent que ça. Hein. On a un sérieux problème de compétence. Hein. On a un sérieux problème de compréhension du monde. Hein. Il faut qu'on comprenne comment le monde financier fonctionne. Alors, je ne dis pas que le monde financier international ou mondial est parfait. Hein. Je suis passé par là pendant des années, je sais comment ça marche, je connais les défauts, etc. Mais il faut maîtriser toutes ces techniques. Hein. Il faut maîtriser toutes ces techniques. Regardez, au jour d'aujourd'hui, j'étais à la radio il y a 48 heures, on me dit est-ce qu'il faut aller à l'endettement extérieur? Bon, bien évidemment qu'il faut y aller. Mais on ne va pas poser la question de me dire est-ce qu'on est capable d'y aller? Hein. Parce que ça fait 20 ans que nos banques n'ont plus aucune exposition au marché international. Dans nos banques, quand j'étais à la Banque centrale, j'avais 30 ans. J'en ai plus de 60 maintenant. Hein. Et mes aînés en avaient 40, ils ont 70 aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'on a formé derrière? Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens depuis 20 ans en termes d'exposition à la réalité mondiale? Rien. Hein. Donc, on ne va pas y aller la fleur au fusil. Hein. Se frotter au marché international, se frotter aux IDE, ça demande de l'expérience, ça demande de la préparation. Hein. Voilà, mais voilà, on a l'impression qu'on vit en vase clos. Alors, c'est dommage parce que c'est le cas au niveau de l'administration, mais je vous assure que les gamins que je rencontre dans les webinars sur les fintechs, etc., ils savent ce qui se passe chez Telsa, chez X, chez Y, ils savent ce que ça veut dire digital, numérique, voilà, et il y a un décalage. Bon, alors, qui c'est qui va gagner? J'en sais rien. Hein. Mais quand j'ai posé la question aux décideurs, on m'a dit, Rachid, nécessité fera loi. Hein. Alors, j'attends que la nécessité fasse loi. Hein. Voilà, mais je suis de nature très impatient. Je comprends. Vous dites très clairement que justement le monde avance et que nous sommes à attendre la nécessité. Et c'est très dommage. Et je pense que, comme vous dites, le monde avance très vite et que ce pays a d'énormes potentiels. Vous en avez identifié quelques-uns, notamment sur le dynamisme de sa jeunesse.
sa soif de savoir, sa soif d'innovation, mais aussi, comme vous avez dit, une diaspora qui, elle, a vécu justement la concurrence mondiale et qui connaît qui en connaît quelques ressorts. Justement, si c'est Kek, on parle beaucoup aujourd'hui de crise financière en Algérie, de crise économique, et vous avez parlé de la nécessité de revenir à l'endettement extérieur, comme si c'était un sujet tabou. Bon, dans tout financement d'IDE, il y a une part de dette, il y a une part de capital, il y a une part de... Et dans le cadre d'un projet, c'est un calcul qui est fait de rentabilité. Comment voyez-vous justement cette incapacité à faire un calcul économique sur des projets, et notamment des projets publics, et comment justement essayer d'attirer des IDE quand on n'a pas, comme vous dites, cette technicité pour pouvoir faire le calcul économique d'un projet et d'en voir les avantages peut-être intrinsèques et puis les avantages, je dirais, en termes d'effets multiplicatifs et en termes de sous-traitance dans tout un environnement. Justement, comment vous voyez globalement la possibilité de faire appel à des investisseurs dans un environnement aussi peu maîtrisé? Écoutez, il y a pas, il y a quoi, une quinzaine de jours, il y a 15 jours ou 3 semaines, j'ai publié, je sais plus, je crois que c'est dans le Watan, un article sur est-ce qu'on peut revenir à l'équilibre budgétaire sur 5 ou 6 ans, hein. Euh, et un des sujets que j'ai évoqué, d'ailleurs, suite à une discussion que j'avais eue avec ma fille qui fait Sciences Po sur l'efficacité des politiques publiques, en fait, en Algérie, il n'y a aucune évaluation de l'efficacité des politiques publiques, hein. Pour votre information, on distribue des exonérations fiscales à tour de bras, hein, sans évaluer les conséquences de ce qu'on a donné, hein, sans évaluer ex post les conséquences de ce qu'on a donné. Alors, IDE et dette extérieure. Alors ça, c'est le sujet qui est complètement contradictoire, hein. C'est que j'étais dans un webinaire il y a quelques mois avec des représentants des administrations algériennes et un ambassadeur qui essayait de vendre sa salade, hein. Malheureusement, les salades qui vendent, c'est toujours d'une langue de bois incroyable, c'est des généralités généralisantes, et c'est des discours que j'appelle tarte à la crème, hein. C'est-à-dire, en gros, les gars, ils ne maîtrisent pas le b.a.-ba du storytelling, hein. Alors que nos voisins, ils ont l'art du storytelling. Nous, on est un pays qui a un potentiel qui ne sait pas se vendre, hein. Mais bon, on a plein d'ambassadeurs, on a plein de diplomates qui sont très, très bien payés. Mais sur le volet économique, franchement, on se demande ce qu'ils font, hein, parce qu'ils n'y connaissent rien, hein, et ils ne font rien là-dessus. Donc, j'entendais ce webinaire et une des personnes qui représentait les institutions algériennes disait mais ça y est, les étrangers sont les bienvenus. D'ailleurs, on a supprimé la règle du 51-49 et on a supprimé l'obligation de financement local. Donc, vous pourrez vous endetter à l'extérieur. Or, très bien, mais si vous faites une entité locale en Algérie et que vous vous endettez à l'extérieur, ça devient de la dette extérieure de l'Algérie, oui ou non? Or, certaines autorités du pays ont dit que l'endettement extérieur était contraire à la souveraineté nationale, hein. Donc, il faut vous mettre d'accord, les gars. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, hein? Et arrêtez de politiser la dette extérieure et arrêtez de rendre la dette extérieure tabou. Arrêtez de mélanger dette extérieure
et Fonds monétaire international. Alors, je comprends bien que vous avez le traumatisme des années 94-95. Je suis assez bien placé pour savoir ce qui s'est passé à ce moment-là, mais le FMI et la dette, c'est deux sujets complètement différents, hein. Et j'ai toujours pour habitude de dire un peu partout que la dette, c'est comme le cholestérol, hein. Il y a la bonne et la mauvaise, hein. Alors, la bonne dette, c'est quoi? La bonne dette, c'est une dette qui permet d'accroître les exportations, d'avoir un effet d'import-substitution. C'est une dette qui finance un projet qui se rembourse de lui-même. C'est une dette qui crée de la croissance et de l'emploi. Je ne vois pas en quoi une telle dette est contraire à notre souveraineté. Voilà. Alors, à contrario, la mauvaise dette, c'est quoi? La mauvaise dette, c'est une dette qui sert à financer la consommation, hein. C'est une dette qui sert à couvrir les déficits d'un pays qui dépense plus qu'il ne gagne, hein, et c'est une dette qui finance des projets qui ne se remboursent pas d'eux-mêmes. Alors, je les vois venir, ils vont faire de la mauvaise dette. Mais la bonne dette, j'allais dire. Alors, on a l'impression alors, d'un autre côté, je leur dis, mais attention, la dette, c'est pas la solution. C'est uniquement une partie de la solution. Pourquoi? Parce que les gars, votre programme d'ajustement structurel et votre programme de réforme structurelle, il faudra le faire dans la durée. Si on ne le fait pas dans la durée, la cocotte minute va exploser. Pourquoi? Parce que je ne connais pas la technique pour éviter le coût social. Puisque le coût social, je m'excuse, c'est le coût de la gabégie du passé. Et celui-là, vous ne pourrez pas l'éviter. La seule chose que vous pourrez faire, c'est de l'étaler dans le temps. Pour l'étaler dans le temps, il faut que le programme soit sur une durée assez longue, de 5 à 7 ans. Mais pour que vous puissiez faire un programme de 5 à 7 ans, la dette, c'est un outil intéressant. Et ça vous permet d'atténuer le coût social, d'accord, si vous l'utilisez bien. Et ça vous permet de ralentir l'amenuisement des réserves de change qui seront bientôt proches de zéro. Voilà. Donc, faites attention, la dette, ce n'est pas ce que vous croyez, hein. Ça peut être très, très utile. Et mélanger les sujets et politiser les sujets, ça n'a jamais mené à rien, hein. D'autant plus que ce qui risque de se passer, c'est qu'on risque d'y aller dans l'urgence en n'étant pas préparé. Alors vous dites, on n'est pas capable en gros, de réfléchir. C'est vrai, on n'a plus aucune capacité prospective. Regardez, il y a un an, on a créé un ministère de la prospective. Bon, le ministre, il vous revient pas. Vous l'avez enlevé, très bien, c'est votre droit. Mais ne supprimez pas la structure. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a je ne sais pas combien de personnes qui sont venues là, qui ont commencé à travailler. Monsieur Sekek, vous m'entendez? Allô, allô? Alors, on a perdu Monsieur Sekak. Faut espérer que c'est provisoire. Bon. Alors, je pense qu'il va se connecter. Donc voilà, il a un peu trop parlé des problèmes politiques, hein, il semblerait. Donc il va se reconnecter, je pense. Donc en tout cas, c'est une conférence, bon, parfois un peu technique, hein, mais qui donne des pistes de réflexion qui sont très importantes en termes de stratégie de réforme, de
catégorie de réformes, notamment dans le domaine financier et bancaire. Nous allons, alors, nous excusons pour Monsieur Hider et Monsieur Goumiri qui devaient se connecter, qui probablement ont eu quelques difficultés à nous rejoindre. Et on aura l'occasion d'en faire d'autres pour essayer de comprendre. Alors, c'est un langage qui est un peu technique, dans une langue et technique et en français. Justement, avec M. Hidal, on aurait voulu aussi aborder certains aspects de la finance et donc de l'épargne dans le cadre de la finance islamique. Bon, on aura l'occasion d'en faire une autre, Inch'Allah, pour essayer de comprendre les difficultés de financement de l'économie et les paradigmes qui font que certains considèrent qu'il ne faut pas nécessairement entrer dans ces circuits-là. Donc, on va encore attendre un peu le retour de M. Seka qui nous a donné des clés de compréhension sur ce qui se passe aujourd'hui, ce que nous vivons, ce que nous allons vivre dans un prochain avenir, puisqu'il parle bien d'un coût social qui n'est pas... Nous avons vécu au-dessus de nos moyens pendant des années, et aujourd'hui, quand on a 15% de déficit, 15% du PIB de déficit, bon, bah, il n'est pas tenable ce déficit. Donc, il y aura, comme disait M. Sekak, la nécessité de lisser le réajustement structurel de notre budget et pouvoir refaire redémarrer l'économie, puisqu'elle est pilotée par la dépense publique, dans des conditions un peu plus tenables à long terme. Donc, bon, alors en attendant, M. Sekak, voilà, il y a des pistes que nous allons essayer d'aborder en termes de dette, de réorganisation du secteur bancaire, de réorganisation du financement d'entreprises, notamment dans le secteur financier, potentiellement de création de fonds d'investissement qui soient souverains nationaux ou de capital risque pour pouvoir financer les entreprises. Mais M. Sekak a bien précisé que voilà, il y avait aujourd'hui des problèmes de transparence, une volonté quelque part de s'abstraire d'un certain nombre de règles de transparence qui font que les bilans d'entreprise ne peuvent pas être analysés dans les règles de l'art et qu'on ne peut pas faire appel à des fonds comme ça qui sont capables de récolter de l'épargne au-delà du secteur bancaire et qui sont capables de prendre des risques dans le marché et avec les entreprises qui ont des business plans valables, etc. Donc ça, c'est des sujets très importants qu'on va essayer d'aborder au fur et à mesure de nos émissions. Alors, je vais essayer de voir si c'est un problème plus grave de connexion. Sinon, nous allons peut-être aborder aussi la difficulté de faire aussi une monnaie, puisque bon, dès que M. Sekak, qui a parlé de ressources, de capacité de notre économie à se redresser avec des ressources en Algérie, et notamment des ressources à l'extérieur, qu'elles soient en termes de savoir-faire, de technologie, mais pour cela, on a besoin d'un retour à la confiance, et le retour à la confiance se fait dans ce système politique, dans le système juridique, dans les capacités du pays à générer des possibilités de la croissance, mais il se fait aussi dans une monnaie. Et il semblerait qu'aujourd'hui, nous avons une monnaie qui a des difficultés je dirais, à s'imposer comme une monnaie forte, au sens d'être capable de générer, enfin d'être consolidée par une croissance et d'être justement une monnaie d'épargne. Nous avons vu des fuites de capitaux énormes qui se sont opérées depuis des années et des années, hein, encore plus quand il y avait beaucoup de capitaux et beaucoup d'argent ces dernières années.
Et si on veut un retour à la confiance, à l'investissement, il faut aussi être capable de redonner confiance en cette monnaie. Et ça, c'est fondamental. On va essayer d'aborder cet aspect-là avec M. Sekak, qui était à la Banque centrale et qui, justement, au-delà de la monnaie fiduciaire, peut nous parler de ce retour je dirais, à une monnaie algérienne qui soit capable de donner confiance à des opérateurs et à une épargne algérienne et internationale. Avec des règles de transfert, et, enfin de règles de change qui soient un peu plus acceptables et une vision court, moyen, long terme qui sécurise un peu les investisseurs. C'est vrai que pour un investisseur, aller dans un pays où il y a un risque de change important, c'est quand même, voilà, on a beau dire que les IDE ne viennent pas, mais on ne se met pas dans des conditions qu'elles puissent arriver, des conditions normales de leur arrivée, puisqu'il y a des risques importants en termes de structurels dans l'économie, mais en termes de risque de change, en termes de risque pays, etc., de manière générale. Bon, on va voir si M. Sekak peut nous rejoindre. C'est vrai qu'on a fait aujourd'hui une conférence assez technique. Ça a duré, ça fait déjà 1h50, c'est très dense. Peut-être qu'on abordera une prochaine fois les autres questions qu'on aura posées. Je pense qu'il a un problème plus général Internet puisqu'il n'a pas vu mon message. Alors, on va attendre encore 5-10 minutes et puis on remettra notre conférence à une prochaine fois qui était très, très intéressante, très technique. Nous nous en excusons, mais je pense que sur des sujets aussi importants et sérieux, il faut quand même un peu de profondeur. Bon, c'est assez dense, mais j'engagerai nos téléspectateurs à essayer de creuser sur certains sujets, même si ce n'est qu'un point de vue, celui de M. Sekak, et que peut-être qu'il y a d'autres points de vue qui pourraient permettre une confrontation de propositions et d'idées. En tout cas, nous, dans le cas de Dostoluna, on a lancé comme ça une série de conférences pour voir quels changements dans le pays. On a fait une conférence sur la réforme économique, sur un peu la compréhension de la crise budgétaire et de la crise économique. Et nous allons comme ça entamer une série de conférences pour voir de quelle manière la crise financière que nous vivons est avant tout une crise économique, une crise de modèle économique et de modèle de croissance, et de quelle manière on peut reconstruire au-delà des vrais problèmes de politique pour pouvoir permettre un état de droit, une réglementation qui soit adaptée, qui soit pérenne. Monsieur Sekak a bien précisé nous avons eu un ministre de la prospective qui n'a pas été vu avec suffisamment de prospective puisqu'il a duré qu'1 an. Voilà, c'est tout à fait l'exemple de notre incapacité à voir au-delà de 6 mois, 1 an. Et c'est très, très, très grave pour notre pays et pour tous les gens qui nous regardent et qui ne comprennent pas comment on peut se débattre dans autant d'absurdités et autant d'à-peu-prisme et de court-termisme dans la mise en place de politiques publiques et de règles de fonctionnement, ne serait-ce que de prospective économique. Voilà, donc, ça c'est le b.a.-ba. Pour quelques économies de bout de chandelle, on casse toute une structure qui est censée amener à voir à plus long terme et à mettre en place des politiques publiques beaucoup plus long terme. Bon, voilà, c'est assez significatif de notre incapacité. Nous avons reçu il y a quelques mois le premier ministre de l'économie, qui était M. Razi Hidoussi, et qui nous expliquait que globalement, il y a un vrai problème de gouvernance et de prospective économique. Lui, étant issu du plan, ils ont mis en place des réformes de structure, mais que depuis les années 90, l'économie est pilotée par le ministère des Finances, est pilotée par le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Agriculture, le ministère du Tourisme,
et qu'il n'y a pas de vue d'ensemble à travers un ministère de l'économie qui puisse donner de la cohérence à une politique de développement et de croissance. Et c'est ce qui, aujourd'hui, voilà, après 30 ans, nous payons de manière très forte, puisque nous avons un problème de croissance, de modèle de croissance. On nous parle d'entreprises privées oligarchiques. Elles ont bien commencé dans les années 90, malheureusement, et sans aucune cohérence en termes de politique publique. C'est peut-être voulu. Voilà. Bon, ben je pense que voilà, on va encore attendre quelques minutes, mais je pense que il est déjà 21h50. Je vous remercie, chers téléspectateurs, pour votre participation, en tout cas pour la patience que vous avez eue à nous écouter, même si le débat était extrêmement technique, extrêmement dense. Mais je pense que M. Sekak a donné des pistes importantes de réflexion pour pouvoir se rendre compte du fossé dans lequel nous a mis une politique publique sans perspective et sans capacité de prospective. Et qu'il y a besoin d'un redressement fondamental, d'abord en termes de gouvernance politique, et puisqu'il y a des politiques publiques et qu'aujourd'hui le moteur de la croissance c'est la dépense publique, mais aussi en termes de réforme de structure pour pouvoir faire des entreprises privées des véritables relais de croissance et des véritables moteurs de la croissance de demain, créateurs de richesses, créateurs d'emplois, et donc aussi dans des conditions de prospérité et de distribution de la richesse qui soit acceptée, acceptable et équitable pour tous les Algériens. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, pour votre participation. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de voir vos questions, mais on essaiera d'y répondre une prochaine fois. Et je vous dirai rendez-vous pour notre prochaine émission sur un des aspects de la réforme économique et de la réforme bancaire et financière dans notre pays. Merci beaucoup et à très bientôt. في الناس اختطاف واستعمال العنف والعمامة انتوما نسيتكم قصير القامة سلوها قبل ما تطلع الغرامة ما كاين خليفة لا خلافة يا ناقصين إيمان ونظافة صبرنا عليكم قلتو خوافة وخيمتو على ظهورنا معلفة خيمتو عشنا 20 سنة كفاية خلاص الحفلة يا وجوه الغملة غريب تفيد عليكم الحملة والله ما نزيد معاكم دقيقة سوا صندوق وحنا بالشقيقة عرفنا اساسكم جيبة وسريقة وعروقو ما زالها عميقة ما زالها روحوا 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 خليكم تروحوا
ورجال وشبان من كل جهة. خرجوا 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 لي زالجيريان خرجوا 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 لي زالجيريان خرجوا. بدينا نخملوا الكراسة نحلوا الدواسة ياللي مسحتوا الحاسة غير نفوق خليو البلاصة يا طماعين رايحين تاكلوها قارصة. حكمتوا بالعصا وبلا سياسة وركعتوا قدستوا كسر الرياسة وخندق الحرير ورخام والملاسة وامتياز المرتب وسلوك المحلاسة. روحوا 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 خليكم تروحوا روحوا روحوا هادي الجيش جديدة خرجت تتقلب هاد القاعدة. خبرتو يا نخبة المريضة وبشفع ليكم وعلى سعيدة وحنايا من لا عنيدة والمرادية ماهيش بعيدة وراكم تقتلوا في خرويضة باش ديروا لنا خشبة فرويضة خشبة فرويضة. روحوا 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 خير ليكم تروحوا مع دوك الائمه اللي محرشين على الامه وضيف الدين